Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, le micro marche, super. Merci infiniment d'être là pour cette table ronde Penser les autres. C'est la deuxième de la saison pour le manège. Celle-ci, elle est un peu particulière parce qu'elle se passe dans le cadre du festival Faroé, ce dont nous sommes très heureux et heureuses au manège. Donc merci énormément évidemment à Sciences Po de nous accueillir une fois encore. Et merci au Festival Faroé aussi d'inclure cet événement dans le programme. Nous avons un très beau plateau d'invités ce soir. Je vais commencer par vous présenter notre modérateur du jour, donc Frédéric Ramel, qui est professeur en sciences politiques et qui va se charger de distribuer la parole et de vous présenter nos deux autres invités. Voilà, merci beaucoup et très bonne table ronde à vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir. Venir écouter nos deux intervenants qui sont, je vais vous les présenter tout de suite, deux artistes. Donc Yael Rasouli, qui est metteur en scène israélienne, chanteuse et marionnettiste. Et Joris Mathieu, qui est lui aussi metteur en scène, qui exerce des responsabilités en tant que directeur du théâtre Jeune Génération, Nouvelle Génération à Lyon et président du syndicat, vice-président du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Le propos de ce soir et cette réflexion de ce soir porte sur la liberté artistique. La liberté artistique qui est de plus en plus menacée. Et je dirais, peut-être pour ouvrir de manière peut-être un peu pessimiste cette discussion, et avant d'avoir et de recueillir l'avis de nos deux intervenants de ce soir, je dirais il y a trois raisons qui nous invitent à être particulièrement préoccupés concernant cette liberté artistique de plus en plus contrainte. Une première raison, c'est la conflictualité à l'échelle globale. Cette conflictualité à l'échelle globale des guerres, dont on pensait qu'elles étaient d'un autre âge et qui sont en particulier pour l'Europe à nos portes, voire sur le territoire. La guerre en Ukraine et la guerre qu'a engagée la Russie contre l'Ukraine maintenant depuis presque 2 ans, où l'un des fronts est un front culturel. Pas simplement le front militaire ou le front économique, il y a aussi le front culturel. Et la Russie, par exemple, s'est engagée dans une entreprise de critique féroce de la production culturelle et artistique occidentale. Et en inverse, il y a des réactions parfois démesurées qui font que lorsque un opéra comme Boris Godunov, qui est un opéra de Moussorgsky, est créé à la Scala de Milan, eh bien, il y a des mobilisations d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens contre Boris Godunov. Puis il y a un deuxième facteur qui est cette tension de plus en plus importante entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Et les régimes autoritaires utilisent aussi l'art comme une façon d'instrumentaliser dans ce jeu tout ce qui relève de la production artistique ou de la production culturelle. Et puis il y a l'intérieur même des démocraties qui subissent une forme d'étiolement, une crise de la représentation et qui peut passer aussi par des tensions de plus en plus importantes avec l'art comme évidemment espace privilégié. Et donc j'ai envie de commencer à vous entendre tous les deux sur la façon dont vous percevez, vous interprétez en tant qu'artiste ce contexte tendu, comment vous l'interprétez, comment vous l'expliquez à travers aussi d'autres exemples. J'en ai donné quelques-uns autour de la guerre en Ukraine, mais il y en a plein d'autres, malheureusement. Joris ? Merci Frédéric, le contexte est posé, il est réjouissant. Donc peut-être juste avant d'entrer dans un exemple un peu précis, puisque la structure que je dirige, le Théâtre Nouvelle Génération, a vécu un épisode qui soulève beaucoup de questions liées à cette problématique de la liberté de création, la liberté artistique, et même, je dirais, la liberté d'expression. Je trouve que c'est intéressant déjà de bien
se projeter dans le titre, puisqu'on parle de liberté artistique. Donc, quand on pense très rapidement à l'entrave politique ou l'intrusion du politique, mais dans liberté artistique, il y a aussi la question de la liberté à explorer des esthétiques, le langage que les artistes développent dans une époque donnée. Et ça, je trouve que c'est une partie du sujet, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Moi, je vois 3 niveaux en fait, de questionnement sur cette notion d'atteinte ou pas à la liberté artistique. Le premier est vraiment de l'ordre du politique, et c'est vrai qu'on voit quelque chose se tendre depuis quelques années, qui est une plus grande latitude que peuvent se donner des élus, ici ou là, à être intrusifs dans la question de la programmation artistique ou des actes de création, avec un motif qui revient de plus en plus régulièrement dans certains discours, qui peut être, que moi je définirais de populisme, mais qui essaye d'envoyer un message à l'ensemble de la population en taxant le microcosme artistique, d'élitiste, d'entre-soi, qui parle d'un ministère comme le ministère de la Culture comme d'un guichet de subventions pour des acteurs culturels qui seraient des rentiers, oubliant au passage que ces acteurs culturels ciblés représentent en réalité un service public de la culture. Et donc, derrière tout ça, finalement, on peut comprendre que cette notion de service public de l'art et de la culture s'est perdue ou a été oubliée ou n'est pas assez rentrée dans nos consciences. Le deuxième niveau d'atteinte qu'on constate et qui est très récurrent, c'est celui qui est plus de l'ordre du lobbyisme, avec notamment un lobbyisme ultra traditionnaliste qui va opérer des blocages pour empêcher la tenue de tel ou tel concert parce qu'il considère que même une église désacralisée ne devrait pas être le lieu dans lequel devrait se dérouler une expérience artistique. Parce qu'il considère que le sujet abordé contrevient à certaines valeurs morales. Et ce qui est préoccupant au-delà du phénomène lobbyiste, c'est les décisions souvent qui ont été prises ou les actions qui ont été menées, puisque dans la plupart des cas, on a vu que la représentation avait été annulée, que la préfecture, par sécurité, pour éviter le trouble à l'ordre public, les préfectures pouvaient aller plutôt dans le sens de l'annulation que dans la protection de la tenue de ce rendez-vous. Et donc c'est un double mouvement qui est inquiétant. Finalement, on va vers la facilité, alors qu'on devrait peut-être déployer nos moyens pour protéger le déroulé de l'événement plutôt que céder à cette pression. Alors il y a plein de cas de figure différents, bon, voilà. Mais je pense que vous voyez à quoi je peux faire référence. Et le troisième niveau, il est plus de l'ordre de l'autocensure qui peut exister dans nos pratiques artistiques, soit au niveau de la programmation, soit au niveau des artistes eux-mêmes qui vont commencer par crainte de représailles à changer leur projet artistique pour se conformer à des attentes ou ne pas prendre de risques. Et tout ça va de pair. Et donc tout ça, effectivement, c'est clairement préoccupant. Donc, pour revenir sur l'exemple dont a été victime la structure que je dirige, qui s'appelle le Théâtre Nouvelle Génération, on s'est retrouvé au cœur finalement d'une bataille politique, soyons clairs, puisque notre région, présidée par Laurent Wauquiez, à l'occasion de son renouvellement et de son deuxième mandat, a décidé officiellement de réorienter son projet de politique culturelle, tenant un discours qui, je dirais, aurait pu être l'objet d'une vraie conversation intéressante avec les acteurs culturels, à savoir comment mieux travailler en direction des publics en territoires ruraux et moins centraliser les moyens dans les métropoles. Lorsque cette annonce a été faite, l'ensemble des professionnels du secteur sont plutôt allés vers la région en disant nous, on a envie de travailler avec vous. D'ailleurs, ça tombe bien, pour des lieux comme celui que je dirige, c'est inscrit dans nos missions et dans nos cahiers des charges. Oui, de faire vivre un projet dans les murs du théâtre, mais aussi d'aller vers les gens. On fait plein de choses, regardez, voilà ce qu'on fait, etc. Suite à ce premier échange, il n'y a plus eu aucune discussion avec aucun des acteurs culturels de ce territoire. Et la région a décidé de retirer 4 millions d'euros de subventions à plus de 120 structures du territoire, sans concertation,
ni avec les lieux concernés, mais je dirais presque encore plus grave, ni avec les cofinanceurs de ces structures, qui étaient l'État et les communes, principalement, effectivement, des grandes villes et des métropoles. Réponses qui sont annonces qui ont été faites extrêmement tardivement, c'est-à-dire au cours du mois de mai, c'est-à-dire 5 mois après que l'année ait commencé, engagées sur un budget qui était habituellement reconduit à l'identique. Donc on vous laisse imaginer les conséquences économiques pour les structures frappées par ces décisions. Moi je suis délégué syndical, donc au nom de notre profession, j'ai dénoncé les méthodes employées. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois où j'ai publié une tribune, je crois que le lien est présent sur les documents qui vous ont été distribués, dans lequel je venais à développer une opinion qui était que la région se livrait à une stratégie délibérée de déstabilisation du service public de l'art et de la culture, dans lequel je disais que cette menace qu'il faisait planer sur la subvention était une manière d'exercer un pouvoir excessif sur les directions afin que ces directions aillent dans le sens d'un projet artistique qui soit plus conforme aux valeurs politiques du président. J'ai développé également l'idée qu'il y avait une forme d'opportunisme et de clientélisme qui considérait pour la région avoir davantage de bénéfices à l'idée de soutenir seul certains petits événements sans le faire en lien avec l'État ou les collectivités, pour pouvoir revendiquer la paternité de ce qu'il finançait et donc avoir un meilleur retour sur investissement en termes électoraux. Parce qu'effectivement, la région, c'est un faible financeur par rapport aux autres financeurs. Alors, à titre d'exemple, le TNG, c'était 6% du budget de subvention de notre structure. Donc, on ne peut pas trop, quand on donne 6% d'un budget, dire « c'est moi qui l'ai fait ». Or, quand on a de grandes ambitions, on aime bien pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». Et derrière cette idée-là, se dégageait une intention, à mon sens, et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent. Soyez attentifs à ce qui peut se dire aussi ici et là dans certains discours. Quelque chose qui est de l'ordre de... Parfois, celui qui paye a le droit de dire ce qu'il veut manger. Et donc, cette chose-là, je l'ai dénoncée. La réponse a été immédiate. 3 semaines plus tard, la vice-présidente culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a tenu une conférence de presse dans laquelle elle a annoncé publiquement avoir retiré l'intégralité de ses subventions à notre structure, expliquant qu'ils avaient bien entendu mes propos et qu'en conséquence, ils prenaient cette décision. Aujourd'hui, la situation est la suivante, c'est-à-dire qu'on a déposé un recours au tribunal administratif, non pas pour contester le fait que la région puisse avoir le droit de décider qui elle subventionne ou non, mais plutôt pour questionner auprès de la justice l'idée que lorsqu'une collectivité prend une décision, cette décision, elle n'a pas forcément d'obligation à la motiver publiquement. Elle peut rester complètement discrétionnaire. Mais à partir du moment où elle la motive, le motif doit être dans le cadre de l'intérêt général et ne doit en aucun cas s'apparenter à une sanction contre une opinion politique ou syndicale. Et donc c'est cette question qui va être étudiée au tribunal administratif dans l'année qui vient et qui, à mon avis, sera aussi intéressante à observer plus généralement. Joris nous a donné là un exemple très typique d'une situation de l'artiste dans le rapport aux politiques avec cette contrainte. Yael, as-tu, toi, des exemples qui relèvent d'Israël, de là où tu viens, de là où tu travailles, où le contexte peut trouver aussi est-ce qu'il y a des situations similaires où l'artiste est de plus en plus contraint, soit parce que l'institution
est manipulée, contrôlée, ou peux-tu nous donner peut-être aussi des exemples dans lesquels ou à travers lesquels se pose cette question du rapport entre l'artiste, pas l'autocensure qu'a déjà évoqué Joris et sur laquelle on va revenir, mais du contexte dans lequel l'artiste travaille en Israël. Hello. Hi everyone. Je vais essayer de parler en français. Elle le fait très bien. Ouais, Elle le fait très bien. Oui. Il y a les gens qui parlent anglais ici. I want to see raise your hands. Okay, wonderful. We can just do this in English. No, okay, ça va. Je vais parler anglais de temps en temps quand même. C'est bizarre, je voudrais donner j'ai un très bon exemple. Et maintenant, tout le contexte est tellement différent depuis le 7 octobre que je vais quand même raconter. Mais ma monde et notre monde it's completely changed everything. Mais en Israël, par exemple, on a un festival à Akko. Akko, c'est une ville juive arabe. Et dans Akko, il y a un festival de théâtre alternatif. C'est même un concours. C'est un grand festival intérieur, extérieur. Et il choisit toujours 10 spectacles des artistes différents. Et un ami de moi, Einat Weizmann, par exemple, a été sélectionné par le comité du festival de présenter un spectacle qui s'appelle The Journals, les journaux de le prisonnier de l'occupation. Et elle était en train de travailler, de répéter, et c'est un festival qui, comme en France, un grand festival, sont beaucoup de soutiens de la pays. Et notre ancien ministère de la Culture, maintenant il est encore plus haut dans le gouvernement de Netanyahou, notre ministère de la Culture, avant, elle a été la censure dans l'armée. Et un choix intéressant. Et elle a dit c'est insupportable. Et ce spectacle parle de la vie de difficulté, l'occupation et les prisonniers. Et bien sûr que il y a des différents niveaux de prisonniers. Il y a des terroristes, des gens qui sont tués les gens, et il y a les gens qui sont throw a stone. You know, there are different types, and elle voudrait parler de ça, de the human rights violation aux prisons. Et le ministère de la Culture, elle a dit si ce spectacle va jouer, on va arrêter le support du festival, qui dit que le festival va mourir. Et ça dit que le boulot de beaucoup de gens aussi qui vendent du falafel, tout le monde va perdre énormément. Et c'était une grande bataille dans le journal, et mon amie, elle a reçu des menaces de mort, death threats. Pas seulement elle, mais aussi le directeur du festival qui a pris position derrière elle. Et finalement, tout le comité artistique et les acteurs, ils ont dit, si on est forcé if we have to cancel her show, we're out. And that's what happened, en effet. All the committee, they all lost their job. Toutes les artistes qui ont été un an en train de créer un spectacle ont perdu l'occasion de le jouer, mais c'est les décisions qui sont prises de pas, not to give up to political oppression in this way, par exemple. Je sais pas. Je ne veux pas imaginer cette situation dans notre contexte maintenant, que les choses sont beaucoup plus compliquées, mais c'est important de savoir qu'en Israël, même avant le 7 octobre, on était dans la rue, grand partir de of the public, aussi à cause de the rights and the transition that we are losing our democracy.
qu'on vient dans cette direction de dictature. Dans le Moyen-Orient, c'est toujours très délicat d'avoir un propos nuancé, c'est-à-dire de présenter les choses de façon plus complexe. Et là, tu mets en évidence le fait qu'un artiste ou une artiste qui veut traiter de ce sujet délicat de façon nuancée, finalement, n'en a pas la possibilité. Là, on l'empêche de travailler. Oui. C'est tout à fait ça. Joris a évoqué l'autocensure, qui est encore une autre forme qui altère la liberté artistique, c'est-à-dire la décision de l'artiste lui-même qui décide de ne pas aller dans telle ou telle direction. Là, tu prenais l'exemple de quelqu'un qui est empêché d'aller dans cette direction, mais de plus en plus, les artistes sont amenés à se dire « non, je n'y vais pas, je ne peux pas, je n'ai pas l'énergie d'y aller ». Cette autocensure, est-ce que tu la ressens dans ton travail? Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment par rapport à cette autocensure? On en a déjà parlé, c'est un sujet très délicat, je le sais. Peux-tu nous témoigner, nous partager cette question de l'autocensure? Pour moi, dans ma vie, c'est une question. Je me lève le matin, je sais, I have to think about this. C'est tellement très puissant dans ma vie. Peut-être, mais je voudrais dire, j'ai eu des questions. J'étais pas sûre pour aujourd'hui. Quand j'étais invitée de parler ici, I was like, yes! Comme ça. Et parce que j'ai peur de... Et après ça m'a mis toujours de est-ce que je vais trop dire c'est quoi aussi... moi, je suis une personne qui a pris la parole dans un contexte extrême et j'ai payé un très, très, très grand prix. Et c'est sûr que je suis traumatisée de ça et ça m'énerve vraiment que j'ai peur de parler, même avec vous ici où on est à Reims. Et donc, j'ai parlé avec ma thérapeute de ça aussi, c'est vrai. Et elle m'a dit, comme elle m'a dit toujours, elle, à la fin, c'est une décision. Est-ce que tu vas parler de ton cœur ou, je sais pas, go in your head et moi, je sais que j'ai pas beaucoup de choix si j'écoute moi-même. Et donc, j'ai pris la décision de vous parler de mon cœur et de mon expérience aussi. Parce que c'est important aussi qu'on partage les expériences personnelles et aussi les émotions et la fragilité, je crois. Et d'être quelqu'un jeune, it's so difficult. Oh my gosh, I would never change places. Jamais. Je vous admire tellement. Parce que je me souviens, si je pense, if I think about myself in your age, 18 ans, 19 ans, déjà, il y a eu cette question de censure. Et c'était plus de censure aussi qui je vais être. Est-ce que je vais avoir la possibilité de continuer avec mes passions, mes rêves, ou est-ce que je vais devenir les choses que mes parents voudraient que je vais être, ou la société, and I had this voice. J'ai eu cette voix à l'intérieur de moi qui a dit, oui, je peux gagner ma vie avec l'art, même si je deviens de Jérusalem et que je peux trouver un moyen de m'exprimer dans le monde parce que j'ai besoin, parce que c'est obligatoire pour moi, pour vivre. Parce qu'il y a beaucoup de sensibilité ici et le monde est comme on sait et le monde peut prendre beaucoup de choses à moi, mais pas ma voix, Et ça, c'était quelque chose de la début. J'étais forcée de faire, forced to do a lot of things, as you grow up. And then, OK, maintenant, tu peux être un docteur, un médecin. Non? OK, psychologue peut-être.
You know? Et moi, par exemple, le fait que j'ai eu beaucoup de restrictions, de limitations, je venais de Jérusalem, je voudrais quitter Jérusalem. J'ai compris que pour moi, une fille, une femme, c'est pas un bon endroit pour moi. Et je suis arrivée à votre âge, ici, à Charleville-Mézières, par hasard, parce que quelqu'un m'a dit « Oh, tu dois découvrir les marionnettes ». J'étais une chanteuse lyrique et mes parents voudraient que je vais être scientiste. Et je suis allée à la Festival de la marionnette à Charleville-Mézières. Et c'est là-bas que j'ai découvert les marionnettes. Et quand j'ai découvert les marionnettes, j'ai découvert quelque chose encore énorme. Et c'était que je peux inventer mes spectacles. Je peux écrire mes textes. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'un autre metteur en scène, il va dire c'est drôle pour toi ou pas pour toi. Donc, ça peut me donner de liberté. Et aussi, peut-être, je vais réussir d'écrire un spectacle qui va rentrer dans quelques valises et voyage dans le monde. Et que je peux partir très, très loin et découvrir le monde. Donc, et aussi de vivre avec les traumas que moi, j'ai vécu dans ma vie aussi. Donc, et si on parle donc ça, c'était more like the background. Mais si je pense en ce moment, je voudrais vous parler. Je peux avec des photos peut-être, ou c'est maintenant? On peut, oui, tout à fait. Oui. Donc, moi, je suis ici pour présenter. J'ai présenté ce spectacle en silence parfait dans les derniers jours au festival Far Away. Et oui, vous pouvez arrêter. Je vais. Et pour dire parce que ce spectacle, ça touche un sujet. It's a subject that I'm really deep into, which is violence against women and children, et en particulier aussi l'agression sexuelle. Parce que je pense que c'est encore un tabou et encore un peu un énorme prix. Moi, je veux que ce sujet va être dehors. It needs to be outside. Il faut qu'on parle de ça parce que ça existe autour de nous tout le temps. Et je pense que la personne qui gagne de la silence de ça, c'est les agresseurs and their helpers. Et pour moi, ça me touche très personnellement parce que si j'ai vécu cette violence quand j'étais adolescent, et moi, comme la plupart, il y a eu un policier qui est venu voir un ancien policier, et il m'a dit merci beaucoup pour le spectacle. Je veux te dire que 80% des cas que j'ai eus, c'est quelqu'un de la famille ou proche. Et moi, après, j'ai vécu cette expérience. Après, je l'ai mis à côté. Denial somewhere, j'ai pas réfléchi, mais les traumas, you know, sometimes they come knocking on the door, and it comes out, et ça sort dans différents moyens. Ça peut sortir comme en dépression, des rages, you know, like so many things. Et moi, j'ai eu de la chance d'être étudiante à l'époque aussi, et de créer, et que je peux transmettre. Mais bon, ça m'a pris quelques années de comprendre les choses qui m'arrivaient et de comprendre que ce n'était pas ma faute du tout. Et ça me prit aussi beaucoup plus de temps de comprendre que je ne suis pas seule, je ne suis pas la seule. Et j'ai compris ça aussi quand j'ai monté un spectacle qui parle de ce sujet. Et ça, c'était quand j'ai eu 22 ans, 23 ans. Et j'ai commencé de tourner avec un spectacle qui s'appelle Comme c'est charmant. Et ça, c'était le spectacle. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est la première partie d'une trilogie, mais je n'ai pas pensé que ça va être en trilogie. Et ça a transformé ma vie. Et aussi, ici, j'ai présenté En silence parfait, c'était la deuxième partie. Vous pouvez voir un peu les marionnettes et les masques. Mais si je parle de maintenant, bon, les choses que j'évite de dire, c'est que
je peux vous donner un exemple. La dernière création, c'était un travail de 3 ans. Et personne n'a vu cette pièce. Et juste, like, only a room full of people. Parce que je le censurais. Et parce Toi, oui, tu l'as censuré. oui. Moi, je la censurais. Après 3 ans, après beaucoup de temps, d'argent et aussi beaucoup, et c'était aussi prêt. Et c'était chouette. Mais j'ai eu trop peur de jouer ce spectacle. Ce spectacle, c'était moi, après que j'ai vécu cette expérience et les années passées, et j'ai fait ce spectacle, et j'ai tourné ce spectacle qui parle de l'abus sexuel et le silence dans la famille et dans la société. J'ai pensé que, OK, now je peux continuer avec ma vie à d'autres choses. Bon, bien sûr, les traumas, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'on vit avec. C'est pour longtemps. But it can transform. Oui. Et là, à 33 ans, ça m'arrivait encore. Et j'étais encore agressée pendant mon travail, après un spectacle que j'ai donné. Et là, déjà, ça a été insupportable. Encore. Mais en effet, pourquoi pas encore si les attaqueurs, les agresseurs, ils ne payent pas de prix, ils sont pas, la chance que tu as d'aller à la police et d'avoir la justice et de protéger la femme après moi. Moi, je le savais déjà de mon première histoire que c'est presque pas possible. Mais c'est moins ici le fait de toi de t'exposer que la peur du récepteur. La peur, l'autocensure, elle venait d'où? Elle venait du fait que le public n'allait pas comprendre et donc qu'il ne fallait pas aller dans cette direction. Là, je pense que l'autocensure, ça commence même beaucoup avant qu'on comprenne. Quand tu dis autocensure, quand tu comprends que tu es autocensuré, tu es déjà dedans. Et c'était très douloureux de censurer moi-même comme ça. Aujourd'hui, je peux dire que je comprends pourquoi je l'ai fait. Et c'était aussi pour protéger moi-même. Et c'était aussi... à l'époque, c'était la fin du monde. Je voulais tout arrêter après. Et aujourd'hui, je suis contente même. Parce que j'ai trouvé un autre moyen. Il y a toujours un autre moyen. À ce spectacle, je voudrais avoir la justice que je n'ai pas eue au tribunal. Et même pas, je pense pas que c'était une bonne motivation pour une création. J'ai dit à les autres que je veux créer un spectacle qui parle de la guérison. Mais moi, je n'étais pas du tout là. Tu n'étais pas encore là. Non, je n'étais pas encore là. And I was trying to jump over stages. But you can't... yes, you can make jumps. Sometimes things jump. But you can't control the jumps, And, et maintenant, je suis 2 ans après le spectacle que j'ai censuré et j'ai réussi de monter un autre spectacle qui parle de la même histoire, l'histoire de cette agression que j'ai vécue. C'était une sorte de kidnapping aussi. Et ça parle de ça, mais dans autre direction. Je vais vous montrer quelques photos de ça. C'est ce spectacle. Ça, c'est Edith Piaf. On a reconnu. Et en effet, j'ai réussi de sauver moi-même cette nuit avec les chansons d'Edith Piaf que j'ai chantées. Et c'est vraiment été l'art maintenant qui, littéralement, physiquement, m'a sauvée. Et aussi, elle revient pour m'aider de raconter l'histoire. Donc, avec les marionnettes, j'ai réussi de parler de ce sujet, mais déjà plus sûr pour moi, parce qu'il est en distance. Oui. Et j'ai fait sembler de raconter son histoire, mais après, il y a un problème avec les marionnettistes, il y a des crises d'angoisse, il est déprimé. Et Edith, elle dit, OK, on arrête le bullshit, raconte ton histoire, je vais t'aider. Et elle m'aide. Ça, c'est, par exemple, comment j'utilise les marionnettes. Et ça, c'est une scène dans la voiture.
Et donc, I have le politicien on one hand, donc, so I manipulated, bonsoir, vous étiez absolument magnifique ce soir. And I have the driver, oui boss, what do we do? So je joue tous les rôles. Et aussi, j'ai moi, il me dit, chante. Fais-nous un concert. Oui, fais-le. Et c'est aussi drôle. Donc, je prends le moment le plus terrible et je le transforme. Et après, il y a ma voix qui dit non, je ne veux pas chanter. Non, je veux juste me rentrer chez moi. Et il y a la voix d'Edith dans ma tête qui dit tout pas de joie, ma belle. Chante, c'est ça qui va te sauver. La vie des joies est belle, au coin de la rue là-bas. Elle me donne les paroles pour chanter. Et donc, je fais le 4. Et en effet, c'est exactement, et je joue, c'est une scène très réelle. C'était vraiment comme ça. L'accordéoniste, c'était la chanson que j'ai chantée dans cette voiture. Et avec les marionnettes, je peux prendre vraiment le moment le plus terrifiant de ma vie où je n'ai eu pas de contrôle du tout. J'étais, la marionnette aide, elle est déjà une forme d'extériorité. Tu mets à distance. Oui, c'est ça. Je mets à distance et aussi je peux tout contrôler. et je me positionne dans in a place of power now. Ouais. And power est la vérité. Et oui. Et ce que tu dis et ce que ton partage, merci, parce qu'on touche à l'intime. C'est pas forcément évident en tant qu'artiste de nous partager ce retour de la création. Parfois, le public ne veut pas aller justement dans cette direction, ne veut pas être éprouvé et être mis aussi, de partager le dilemme de Yael. Joris, est-ce que tu peux aussi mettre en relief cet autre aspect de l'autocensure qui est de l'autre côté, en fait, qui n'est pas sur le plateau, mais qui est déjà dans la salle et qui est peut-être aussi important que l'autocensure de l'artiste? Parce que là, l'autocensure, Yael a pu la transcender, a pu la dépasser. Mais là, il y a peut-être quelque chose encore de plus fort qui est difficile à dépasser. Bon, de toute façon, la relation autour de l'œuvre d'art, c'est un dialogue entre, je dirais, des artistes qui expriment quelque chose, qui le présentent au regard d'autres. Et l'art, fondamentalement, repose sur, je dirais, c'est cet espace un peu vide entre la scène et la salle, dans lequel l'imaginaire de chacun peut se projeter en fonction de son intimité et donc aussi de son histoire et des choses qui vont l'affecter, le toucher, heurter sa sensibilité parfois, le questionner. Donc, l'art, c'est aussi un espace du risque. Et donc, c'est un espace du risque partagé. Et donc cette question de l'autocensure, elle va un peu dans cet aller-retour et dans ce dialogue. Je dirais, avant d'entrer sur cette question de parfois se poser la question, nous, en tant que spectateurs, de savoir si nous-mêmes, nous ne sommes pas les censeurs d'artistes qui seraient en train de s'exprimer. Avant de se poser cette question-là, je voudrais d'abord donner le topo un peu sur l'époque, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est très très sensible, mais qu'on ne peut pas passer à côté de ce débat si on parle de la question de la liberté artistique ou de l'autocensure. Bon, ça n'aura échappé à personne qu'on vit une époque quand même très très particulière et que, je dirais un peu comme ça se répète souvent dans l'histoire, c'est un monde sur un seuil avec des courants qui s'affrontent et à la fois un courant très réactionnaire qui voit son monde s'effondrer avec son système de référence et de valeurs, et d'autres mondes qui émergent, qui construisent d'autres systèmes de référence culturelles, qui portent un autre regard sur le monde. Et très souvent, vous là aussi prêtez l'oreille, mais on entend des discours politiques qui ont tendance à renvoyer dos à dos des choses qui, pour moi, de mon point de vue très subjectif, n'ont rien à voir. C'est-à-dire que entre l'exemple que je donnais tout à l'heure d'un mouvement lobbyiste type Civitas, ultra traditionnaliste, qui va empêcher la représentation d'un spectacle parce qu'il trouve que ça contrevient aux valeurs morales,
et un mouvement militant qui essaye de faire progresser la société dans la reconnaissance de nouvelles valeurs, de nouveaux rapports à l'autre, de l'égalité homme-femme. Même si je peux parfois regretter la censure qui s'opère, je ne renvoie pas dos à dos les situations, parce que ça ne participe pas du même mouvement. Et je trouve dangereux quand le politique cherche à renvoyer dos à dos ces deux situations qui, pour moi, n'ont rien à voir. Mais il n'empêche que ces questions qui traversent notre époque, qui sont aussi liées à des questions de progrès, d'évolution de la pensée, questionnent directement aussi les artistes. Et donc c'est une époque où sans doute, mais c'est peut-être une dynamique très saine, où on va se poser énormément de questions dans le geste que l'on produit, dans la légitimité qui serait la nôtre à le produire, dans ce que l'on peut jouer et ne pas jouer. Je pense que les jeunes interprètes ici, actrices qui sont dans la salle, c'est des questions qui les animent régulièrement dans leur manière de penser le théâtre. Qu'est-ce que je peux jouer, qu'est-ce que je ne peux pas jouer? C'est des questions qui, à mon avis, sont d'une extrême actualité, qui, dans un monde idéal, n'auraient pas à se poser, mais qui s'imposent à nous. Et donc, on passe par une période qui fait que, oui, en effet, quand on produit un geste artistique aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions qu'on ne se posait pas encore il y a quelques années. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais, temporairement, je pense qu'il y a une forme aussi de difficulté à appréhender ces questions pour un certain nombre d'artistes, et donc des choses qui ne contribuent pas forcément à la spontanéité du geste artistique. Donc c'est des questions très fortes aujourd'hui qui se posent et qui appellent réaction. Et je dirais, par rapport à ce mouvement-là, et je boucle avec la question politique de tout à l'heure, si on ne se saisit pas nous-mêmes de ces questions, le politique, lui, s'en empare. En 2016, il y a une loi qui a été votée qui s'appelle la loi LCAP, qui est une loi qui est là pour protéger, c'est la loi Liberté, Création, Architecture, Patrimoine, et qui, entre autres, alors c'est pas uniquement pour ça, mais elle a été promulguée à peu près un an après les attentats à Charlie Hebdo, donc ça a contribué à l'accélération de la promulgation de cette loi. Mais c'était une loi qui était censée venir protéger davantage la liberté de créer et de s'exprimer. Parmi les critères aussi qu'elle se fixait, elle essayait de faire avancer, de fixer un peu plus précisément dans la loi, le fait que le cofinancement des projets artistiques, donc de différentes collectivités, était aussi une garantie pour éviter l'intrusion du politique dans le choix des projets artistiques. Parce que ça permet une plus grande neutralité. Souvent, on a une région qui n'est pas de la même couleur politique que la ville ou que l'État, et donc ça fait médiation. Donc avec l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, quand une collectivité décide assez largement de se retirer du cofinancement, d'une certaine manière, plus que le Théâtre Nouvelle Génération ou moi-même qu'elle attaque, c'est un principe qui était un premier verrou à faire sauter pour pouvoir peser plus fortement sur l'orientation. Et quand ça s'associe à d'autres choses qui sont très concrètes, très techniques administrativement, qui ont été permises par une autre loi qui s'appelle la loi sur le séparatisme, qui invite en partie les collectivités, si elles le souhaitent, à produire des chartes sur le respect des valeurs citoyennes. En Auvergne-Rhône-Alpes, je crois qu'ils l'appellent la charte des valeurs et de l'identité française, qu'on nous oblige à signer dès lors qu'on touche des subventions. Du coup, ça pose une question très forte, c'est qui définit cette morale et les valeurs de l'identité française? Tout comme d'ailleurs le terme d'émancipation qu'on emploie énormément doit nous poser la question, avant toute chose, parce qu'on en parle un peu comme une tarte à la crème, l'émancipation, mais s'émanciper, ça demande d'abord de faire un gros travail pour définir de quoi on doit s'émanciper, qu'est-ce qui fait autorité sur nous. C'est pas comme ça, on le décrète pas, et ça ne doit pas se prêter à une forme de subjectivité. Donc toutes ces questions, elles sont très actives, elles sont très nécessaires,
Et j'en viens à cette question du public, parce qu'elle va de pair. De la même manière, en tant que spectateur, alors moi je dirige un théâtre qui s'adresse beaucoup aux jeunes générations, il s'appelle le Théâtre Nouvelle Génération, et donc on reçoit peut-être plus fortement que d'autres structures ce que la jeunesse nous renvoie et ses attentes aussi par rapport aux œuvres, par rapport à la communication même. Et donc la culture du trigger warning est devenue extrêmement forte. Et peu explicité, du coup. Alors le trigger warning, c'est on va dire une manière de signaler explicitement tout ce à quoi on pourrait être confronté qui pourrait heurter notre sensibilité. Des scènes explicites de violence, des scènes explicites de viol, des scènes explicites de. Et cette dynamique-là, en fait, qui est une dynamique en fait, que l'on peut entendre de protection par rapport aux agressions qui peuvent être subies, pose quand même une question très très forte dans la relation finalement entre spectateur et œuvre. Et de manière beaucoup plus large, ça pose la question de ce contrat de confiance qu'on devrait réussir à tisser entre nous, qui fait qu'on sait aussi qu'en venant au théâtre, on va se confronter à quelque chose qui n'est pas spécifiquement fait pour nous laisser complètement indemnes. L'art, le théâtre en général, c'est quand même cette question du trouble, de mettre du flou là où des contours très nets se sont installés. Et donc l'art doit pouvoir rester cet espace qui questionne plus qu'il n'apporte de réponse, qui génère quand même aussi une forme de trouble. Mais le problème, c'est qu'on se heurte aussi à cet enjeu qui est, à mon sens, et que je commence tout juste moi, à comprendre sérieusement, mais qui est un enjeu tout aussi important d'une génération qui a besoin de mettre des balises. Donc cette époque, elle est questionnante à tout égard, en fait. Et moi, je ne vais pas donner, là, j'ai pas les réponses à ces questions-là. Je pointe cet espace qui est quand même intermédiaire et complexe à gérer et qui peut amener parfois aussi, je pense, dans le geste artistique, à une forme d'autocensure, dans la crainte de ne pas heurter ou dans la crainte de ne pas être programmé parce qu'il y aurait le risque de heurter, etc., etc. Donc c'est très, tout ça est très complexe aujourd'hui. Je prendrai un tout petit exemple pour raisonner avec ce que tu viens de dire sur le caractère en musique audible ou pas. Il y a un exemple assez significatif il y a 2 ans, une œuvre de Stravinsky, donc un compositeur russe, guerre en Ukraine, première tournée, premier concert organisé par la Maestra. C'est une belle compétition uniquement pour les femmes chefs d'orchestre, parce qu'il n'y a uniquement que 4% de chefs d'orchestre dans les institutions musicales. Et le concert organisé à Katowice, en Pologne, décide d'annuler la représentation de Pulcinella de Stravinsky au prétexte que Stravinsky est un auteur russe, mais oubliant que Pulcinella, ça n'a rien à voir avec l'œuvre russe de Stravinsky, le Sacre du Printemps ou l'Oiseau de Feu, mais une inspiration de la musique baroque du XVIIIe siècle qui est complètement occidentale. Et donc là, ce n'est pas audible. Et donc là, le public refuse catégoriquement. Ça rentre en résonance. Tu parlais de la loi. Il y a un observatoire aussi de la création et de la liberté artistique qui a été constitué. Il me semble qu'elle est même en train de se transformer en association. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation ? Est-ce que c'est un instrument qui peut être utile pour justement participer à ce débat et à protéger plus ? Alors, à l'heure actuelle, la loi, en tout cas telle qu'elle existe, elle est assez faiblement protectrice. Soyons très clairs, c'est-à-dire qu'elle participe de bonnes intentions, mais dans les faits, finalement, on peut difficilement s'en saisir pour contester. Dans l'exemple que je donnais, je reviens encore à l'exemple du TNG, mais cette loi-là ne me permet pas de contester la décision de la région, même si la région s'est retirée d'un engagement triennal qu'elle avait signé aux côtés de l'État et de la ville 4 mois avant de me retirer ma subvention. Donc, autant vous dire que finalement, on est faiblement protégé par cette loi. Moi, je pense qu'il y a l'observatoire qui est une dynamique effectivement en cours, qui
il y a une mission quand même, je dirais, sociologique, de dénombrer toutes les atteintes qui peuvent se produire ici et là sous quelque forme qu'elles soient. Donc ça, c'est un endroit intéressant à investir parce que ça donne une idée du paysage et de sa diversité, de l'hétérogénéité des situations. Après, avant toute chose, je pense que c'est important de se redire qu'en France, on a d'abord des lois et que ces lois, elles s'appliquent aux artistes comme à tous citoyens et citoyennes. Un artiste ne peut pas être dans l'incitation à la haine, quelle que soit la manière dont il l'aborde. Donc, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de chartes déclinées territorialement pour fixer ce qui serait autorisé ou pas autorisé. On a des lois, on peut s'y référer. Bon, il y a des lois, je reviens à ce dont tu nous parlais, Yael, il y a des lois, on aimerait qu'elles soient très très vite transformées et que ce soit des sujets prioritaires dans notre société, mais c'est loin d'être le cas. Donc, on a aussi ce trouble qui est généré par ça. Bon, après, est-ce que c'est des dynamiques je ne peux pas te répondre plus précisément que ça, Frédéric. Ce que je peux dire, c'est que l'Observatoire, son recensement est en explosion. C'est-à-dire que le nombre de situations critiques est en augmentation exponentielle. Il diagnostique une situation. Il diagnostique une situation, ouais. On a essayé de vous brosser le portrait ou la situation de la liberté artistique. On pourrait se considérer comme... l'atmosphère est lourde, mais en revenant sur ce que tu nous as partagé tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de transformation grâce à l'art, comment toi tu définis ton rôle en tant qu'artiste dans la cité ? Dans la cité, c'est-à-dire dans la société plus largement, comment toi tu te définis moi personnellement je suis politiste intéressé à la diplomatie, je suis intimement persuadé que nous sommes toutes et tous diplomates. Moi je vois de la diplomatie entre vous deux et à travers ce que vous évoquez, mais peut-être que le terme de diplomatie ou de diplomate n'est pas approprié. Je voulais savoir un peu comment toi tu définissais ton rôle au-delà de ce que tu partages, c'est-à-dire de ton expérience. Chaque jour, il faut que je revisite ça. Même avant la guerre, j'ai senti de moi cette urgence. Parce que je n'accepte pas les choses. I don't accept things how they are. Je supporte pas l'injustice et je ne supporte pas la violence et le silence de la violence. Et donc ça brûle dans moi et ça peut te brûler vraiment. Like, you know, you can just go dark and you can just close off from the world and I think here is where la création, ça m'oblige de sortir et d'aller l'autre direction vers vous. And so for me, like I think, et maintenant avec la guerre, ça c'est une chose qui m'a fait vraiment un grand surprise, parce que j'ai pensé que je vais avoir plus de peur. I thought I was going to be more afraid now with you know everything that's happening, et je sens l'inverse. Mais ça, je me sens que j'ai encore cette feeling que j'ai pas de choix, que la vie est courte, que j'ai pas un milliard de possibilités, like everything, les choses sont comptées, et comment je peux partager aussi ma expérience, mon expérience avec la violence, et aussi de partager mon expérience de reconstruction. Et je me souviens le moment pendant la création où j'ai été
j'ai eu énormément de doutes. J'ai pensé que je suis vraiment, que tout ce que j'ai fait, c'est des erreurs, que je laisse moi-même rester dans cette position de victime. Et parce que je crée, like I'm creating about it, so all the time, je dois parler de cette histoire. I have to, et que aussi j'ai eu peur que je vais jouer ça. Je vais vous montrer aussi encore en photo. Que je vais jouer ce spectacle et ça va me faire revisiter cet trauma et aussi toute l'injustice. Mais j'ai eu aussi une autre voix dans ma tête qui a dit non, c'est ça, toi tu as de la chance, tu as un privilège même. On sait, moi je travaille beaucoup avec les femmes aussi qui vivent dans la violence and how do you say sex workers. Les prostituées ou les travailleurs de sexe. Qui, presque tout le monde a été harcelé en enfance. And the question, et beaucoup je pensais, ok, je veux être la personne que je vais être après que je vais réussir de raconter cette histoire. La femme que je vais être après, elle va avoir beaucoup moins peur, elle va sentir beaucoup moins les choses que everyone is thinking about me. I will just go my way. Et aussi, je vais réussir de me libérer de tous ces souvenirs et toute cette colère contre tous ces gens en pouvoir et tout le système qui leur protège. Et je n'étais pas sûre entre c'est quoi, c'est masochisme ou it's my savior. Et maintenant que j'ai fini le spectacle, que j'ai censuré un et j'ai fini l'autre, je peux dire que c'est la deuxième option pour moi en ce moment. Vraiment, ça m'a libérée. Et pour moi, c'est un spectacle. Pour vous, ça peut être aussi, c'est pas une sculpture, un poème. I think everything that comes out with you, with your voice, with your truth, you're in the good direction. Mais aussi, je veux dire que ça prend du temps. Pas beaucoup de... C'est pas bien de... facile à dire, mais oui, il faut avoir du temps et il faut avoir aussi beaucoup de support. Je ne peux pas le faire toute seule. J'ai une équipe magnifique des artistes autour de moi. Aussi, quand tu fais en création, you need to have a team. Et une équipe qui devient à partir de cette histoire, qui devient... Et après, le niveau le plus haut, c'est quand tu comprends que tu es en service de quelque chose. Oui, c'est mon histoire, mais bien sûr que ce n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire des 1, des 5, 1, des 3, 1, des, Et moi, je suis en service de cette histoire, en service de cette voix, parce que la plupart des femmes, des enfants, they don't have a voice. So I have a voice and I have dedicated myself to speak out. So I have to speak out now and loud and clear. C'est quelque part une porte-parole et une porte-voix de ceux qui ne parlent pas. Oui. Et c'est bizarre parce que l'autre jour, quelqu'un m'a dit « Wow, tu es très courageuse. » Et c'est quelque chose que je dois regarder et dire « Ah oui, c'est vrai. » Parce que la plupart du temps, I feel like je me sens que je me cache beaucoup. La perspective différente qu'on a autour de nous. Mais c'est les deux. Joris, comment toi tu perçois ton travail et ton rôle dans la cité ? C'est pas forcément une question facile, j'entends bien. Déjà, je ferai la distinction entre diriger un théâtre et produire une œuvre. Où là, ça va pas être la même logique et le même positionnement. Après, pour aller un peu vite, je dirais que tu évoquais le terme de diplomate, de diplomatie.
Ça dépend aussi ce qu'on met derrière ce terme. C'est-à-dire que la diplomatie, ce n'est pas que la recherche du consensus, c'est aussi parfois cette manière de dire stop à quelque chose, de refixer des limites et de créer du débat et de la conflictualité. C'est la gestion aussi de la conflictualité. Alors à ce titre-là, oui, je pense qu'effectivement, l'espace du théâtre, les scènes, c'est un endroit de diplomatie et c'est aussi un endroit de ce que je dirais un peu rapidement l'expérience empathique, quelque chose que peut-être on a trop perdu, dont on a trop perdu l'usage dans la manière dont on a grandi dans la société. L'expérience de l'empathie, je crois que Piaget, quand il travaillait sur ses premiers bouquins sur la psychanalyse de l'enfance, il dit que c'est vers 6-7 ans qu'on fait l'expérience de l'empathie, c'est-à-dire la capacité de comprendre que la situation telle que je l'ai vécue n'existe pas que d'un seul point de vue, mais de plusieurs points de vue, et donc que c'est de la confrontation de ces points de vue que peut se fabriquer un embryon de réalité, mais pas de mon point de vue unique. Alors le théâtre, oui, c'est cet espace-là, c'est cet espace de la confrontation des points de vue, et de la confrontation des points de vue aussi en salle. Moi, je crois qu'il faut toujours se méfier de l'expérience théâtrale lorsqu'on en ressort en ayant tous absolument compris la même chose, avec certitude et sans possibilité de débat. C'est que les choses commencent déjà à aller pas très bien. Et donc, de ce point de vue-là, oui, l'exercice de la diplomatie théâtrale, c'est cette possibilité qui nous est offerte de mettre sous le regard des gens des situations, des points de vue, des expressions qui font débat et espérer pouvoir faire médiation, non pas dans l'expérience unique, pas dans l'instant T, mais dans la multiplication des expériences. Parce que c'est de ça que les choses se font. Donc c'est peut-être ça qui doit pouvoir nous rendre encore un peu optimistes sur l'enjeu qu'il y a dans notre travail, si on arrive à résister à des injonctions politiques qui nous entraveraient progressivement dans notre capacité à le faire, et si on arrive à échapper à l'autocensure. L'autocensure, vous savez, c'est pas juste du cas de conscience, c'est aussi une réalité économique pour beaucoup d'artistes. Est-ce que je m'aventure sur ce terrain-là? Parce que quand même, c'est mon job, c'est de ça que je vis. Et quand on voit parfois le niveau en fait de pression qu'il peut y avoir sur des choses complètement anecdotiques, sur la question de la nudité ou du corps partiellement nu, par exemple. Oui, cette question-là, ça fait déjà une petite décennie et même un peu plus que cette question, elle se pose fortement à nous dans le travail de programmation, dans la relation avec les publics et donc petit à petit, c'est renié. Alors c'est marrant parce que quand on travaille avec des artistes étrangers, exilés, des gens qui ont fui des pays dans lesquels la liberté est totalement absente. Alors c'est un phénomène étrange, c'est-à-dire qu'à la fois on se confronte à la sensation que quand même chez nous on est très libre, mais en même temps on comprend un peu mieux ce que c'est que devoir se battre pour être libre de s'exprimer. Et malheureusement j'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'il va falloir réinvestir assez vite. On a encore une grosse demi-heure à passer ensemble. Je vous propose de vous entendre. Vous avez probablement des questions, vous avez probablement aussi éventuellement des commentaires à faire. Donc je vous propose de prendre déjà peut-être 3 ou 4 questions, de vous présenter si c'est possible aussi avant de poser votre question. Allons-y. Qui ouvre le bal? Voilà, au deuxième rang, ouais. Présentez-vous. Ça marche? Ah oui, c'est bon. Du coup, je m'appelle Laura, je suis en art du spectacle vivant, en première L1. Et j'avais une question pour vous au niveau de votre pratique artistique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'art tout simplement au tout début? La motivation initiale. Je peux parler en anglais s'il le faut. J'ai compris. It's a miracle. Non, pas du tout. De toute façon, tu fais ta conférence en bilingue depuis tout à l'heure.
d'abord, j'ai pas choisi la direction d'art. C'était j'ai eu de la chance aussi. C'était chance, c'est pas chance, mais c'était choisi pour moi par mes parents, par mon père. En effet, c'était le rêve de mes parents de devenir artiste. Leurs parents ne le laissaient pas. Et pour mon père, qui a été un violoniste classique extraordinaire, c'est devenu son obsession que ses enfants vont être aussi des violonistes, ou pianistes, ou cellistes le plus haut niveau. Donc, c'était bienvenue au monde d'art, mais il faut être la meilleure. Et si tu n'es pas la meilleure, c'est pas la peine. Which is the biggest bullshit. Mais comme ça, j'ai commencé, moi j'étais une pianiste classique. Après, j'ai découvert le chant. Et ça, j'ai adoré le chant. Mais c'était encore très strict, dans le cadre de musique, très, très strict. Concours, audition, tout le temps. Après, j'ai découvert le théâtre. Et le théâtre était déjà quelque chose à part et à moi. Et aussi, j'aimais toujours dessiner et ça. Et là, j'étais obligée à 18 ans. J'ai eu de la chance de ne pas aller à l'armée parce qu'en Israël, c'est obligatoire quand même. Et moi, j'ai une condition médicale. Ils n'ont pas m'accepté. Et j'ai eu besoin de choisir maintenant entre tous les arts que j'aime. Et j'ai pensé, OK, je vais être une actrice. Non, je vais être vraiment... Et tout le monde m'a dit, si tu es quelqu'un qui ne peut pas prendre des décisions. Et en effet, et quand j'ai découvert les marionnettes à Charleville-Mézières, j'ai compris que c'est pas vrai et j'ai pas besoin de choisir. Je peux faire toutes les choses que je veux. Je peux le mélanger. Je peux écrire les rôles que personne va me donner. Je peux jouer les rôles des femmes, des hommes. Je peux vraiment... parce que aussi... mais je fais ça très guérilla style parce que ça coûte d'argent de créer. Et ça coûte d'argent de faire des spectacles. Et il faut quelqu'un qui va faire confiance en toi, même quand tu es jeune et tu n'as pas encore de confiance sur toi, in yourself, you know. So, et j'ai eu un peu de support quand même, pas mal, mais pas assez, pour vraiment monter un spectacle. Et ça, on rentre dans la question de limitations. And I'm not saying, good to have limitations, you don't need money. No, we need money. And, but I think that à l'époque, le premier spectacle que j'ai créé, je l'ai créé dans le salon avec 2 colocataires. Ils étaient très sympas. Il m'a donné des remplis à la maison avec des... je pense que c'est vraiment une question de continuer. Not to give up. Oh, I tried this way. It doesn't work. Oh, I'm going to try another way. And I think... moi, j'ai vu le prix que mon père il a payé pour rater when he gave up his dreams. It's not good for you. You know? Après, les rêves peuvent ajuster, peuvent adapter, you know. But you have to face, être courageuse et dire, ça c'est mon rêve. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, On ne peut pas savoir, mais moi, je ne sais pas. Je sais rien. OK? C'est pas, you know, it's like people, à votre âge, les gens te disent, oui, prends des décisions, on décide. You know, they don't know. No one knows. En même temps, ce qui se dégage de ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un travail de synthèse. Il faut de l'argent, il faut de l'énergie, mais il y a aussi un travail de synthèse. Tu dis, je suis à la fois une pianiste de formation, mais j'aime chanter, le théâtre, mais tu arrives à une synthèse qui est ta singularité, qui n'existe pas ailleurs. Et ce qui fait que le spectacle est si bien reçu, c'est qu'ils n'ont jamais vu quelque chose d'autre avant. Donc, il y a aussi le travail de synthèse, d'intégrer ces différentes parts de toi pour en faire une singularité. Oui, mais je pense que si j'ai grandi beaucoup avec la compétition, you know, like all of us in society, you have 89, I have 90, you know, who is...
Et c'était aussi en réaction contre ça. Je voudrais inventer quelque chose que je ne peux pas être comparé à quelqu'un d'autre. C'est pas que maintenant... catégorie. Oui, et tout le monde va chanter la 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 la. Et on va choisir. Choisir lequel. Et oui. So I would say, keep going with your direction, whatever it is. Et c'est vraiment un travail. Je pense que le travail le plus important que j'ai fait, c'est le travail d'être la meilleure amie de moi. Un long travail. Oui, c'est un long travail. I will have to do it toute ma vie. Mais c'est le travail le plus important. C'est vraiment OK, and sometimes je me sens pas bien, il y a les choses qui reviennent, je suis malade, je suis seule, I don't know. And it's like, okay, what do I need? Qu'est-ce que j'ai besoin? And we all need the basics. We all have, la vie c'est comme ça, on a des périodes comme ça, but we all need the basics, like we need our friends, we need our support system, we need to sleep enough hours. Yeah, we need to eat good food. We need to do exercise. Sometimes, it's like je rentre dans l'artistique, the things. Je vais tout faire pour faire ce spectacle. Je vais faire beaucoup de choses pour faire le spectacle, mais le spectacle, ça va pas avoir une vie si je suis pas bien. C'est ma responsabilité déjà de prendre soin de moi-même. Oui. D'autres questions, je suppose. Oui, on va en prendre 2. Bonsoir, je m'appelle Timothée, je suis étudiant en 2e année d'art du spectacle vivant à l'université. Et à côté, j'ai aussi des engagements politiques et syndicaux qui me font qui placent le contexte de ma question. Parce que surtout plutôt dirigé pour vous, Monsieur Mathieu. Vous avez parlé beaucoup de l'influence du politique dans la culture et dans son écosystème, mais quelle influence doit avoir, selon vous, la culture dans le monde politique et dans les décisions qui sont prises? On va prendre une deuxième question. Non pas pour l'éluder, mais voilà, on va prendre la deuxième question comme ça. Elle était juste ici. Bonsoir. Je suis Raphaël, je suis en 3e année de licence art du spectacle, donc cette année je suis diplômé, normalement, si tout va bien. Et je donc prépare beaucoup mes candidatures pour l'année prochaine en me posant cette question, quel parcours j'ai envie de créer, où est-ce que je vais commencer à toucher la création. Et je suis énormément touché et transcendé par la question de la liberté, en général, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, qu'elle soit identitaire. Et je me pose beaucoup de questions après vos discussions ce soir. Comment est-ce qu'en tant que jeune créateur ou créatrice, comment en tant que jeune artiste, on peut transgresser ces injonctions politiques? Comment est-il possible alors que finalement parfois nos perspectives et nos possibilités sont soit minimes, soit parfois impossibles ou très réduites? Je vais commencer sur la première question. Bon, on a un peu tendance à toujours vouloir considérer que l'art a toujours un fond politique. Or, c'est quand même pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une forme il y a tout un pan de la création où finalement la dimension politique n'est pas si affirmée que ça. Mais quand même, le lien, il est évident et premier. Moi, je dirais que la fonction politique de l'art et du théâtre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette façon dont il a de poser des questions et d'interpeller, à mon sens, plus que d'affirmer. C'est-à-dire que là où il est plus efficace politiquement, le théâtre, c'est quand il vient troubler, questionner, parfois être disruptif, c'est-à-dire aller dans un sens autre parce qu'il vient provoquer quelque chose. La problématique aussi de toute une forme de théâtre dont je ne m'exclus pas, par ailleurs, ça peut être d'être
de venir dire ce qu'on pense du monde dans lequel on vit devant un parterre de gens convaincus. Donc du coup, on n'a pas fait avancer grand-chose à part se conforter nous-mêmes dans l'idée qu'on n'est pas seul, mais bon, c'est pas très suffisant, quoi. Et donc, je pense qu'il y a un équilibre un peu particulier, c'est-à-dire que peut-être que par rapport à ce que je disais de l'époque tout à l'heure, il y a une dynamique très forte actuelle, qui est une volonté de se réemparer des questions politiques sur la scène, dans une certaine mesure pour faire avancer aussi certaines questions qui sont sans doute qui sont des questions de progrès de société, que parfois ces choses-là avancent davantage sur la scène que dans la vraie vie, ce qui crée aussi quelque chose d'un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on avance dans un sens qui fait gagner en maturité sur certaines questions. On peut se féliciter que certaines voix qu'on n'entendait jamais sur les scènes soient désormais entendues, que la question de la diversité soit prise en compte autrement, que la question de la parité soit mieux prise en compte. Mais parfois, c'est quelque chose finalement de trompeur et de menteur, parce que finalement, on donne à voir des représentations sur scène qui peuvent être très rassurantes pour nous, public, en se disant si ça a changé sur la scène, ça veut dire que le monde a changé. Alors qu'en fait, pas du tout. Le monde ne change pas dans ses structures, voire ce qui est produit sur les scènes se heurte à un mouvement réactionnaire qui, et des fois, c'est un peu schizophrénique, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des injonctions, même politiques, à nous dire il faut quand même avancer dans ce sens-là avec des quotas, puis on va avoir d'autres injonctions politiques qui vont nous dire mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas très moral tout ça. Donc il y a ce moment un peu de chamboulement et qui est troublant. Alors pour finir sur cette question, puisque on pourrait vraiment discuter des heures, et elle est très importante, je dirais qu'il y a ce double phénomène des artistes qui s'emparent de plus en plus fortement et de manière de plus en plus frontale de questions politiques pour les porter sur scène. Et de l'autre côté, on a une dynamique de plus en plus forte qui échappe un peu aux logiques de parti, qu'on retrouve un peu dans tous les partis, qui est de se réemparer de la question de la culture pour la politiser. Et j'aurais envie de dire que les artistes s'occupent des récits et que les politiques s'occupent d'administrer le réel, quoi. Voilà. Laissez-nous les fictions, occupez-vous de l'administration du réel. Et chacun sera mieux dans son rôle. Et ça fait un peu lien avec la question que tu poses, c'est-à-dire comment aujourd'hui s'emparer de ces questions-là, comment agir, comment être acteur, producteur d'un geste artistique. Là-dessus, moi, je dirais un peu comme Yael le disait à l'instant, c'est-à-dire il y a une chose à laquelle je crois, même dans une logique de réussite de projet artistique. Quand je dis réussite, c'est à la fois le sentiment de se sentir centré, mais aussi à un moment donné de trouver des espaces pour le faire. C'est de prendre le temps d'assumer la singularité de son travail, plutôt que d'essayer de se conformer aux attentes. C'est des parcours qui sont plus longs, certes, mais par contre, ça laisse le temps de la maturité et de savoir aussi avec certitude quel est notre langage. Et que ce langage, je pense qu'il faut savoir réinvestir quelque chose de plurisensoriel, c'est-à-dire de ne pas être simplement sur la valeur texte, mais de retrouver la capacité de l'exploration esthétique et de l'invention de nouveaux langages esthétiques. Et tant qu'on est concentré là-dessus, je pense qu'on est dans le juste. Le problème, c'est que ça se heurte pendant un moment aux questions économiques que j'évoquais tout à l'heure. Il faut réussir à en vivre. Mais la meilleure des choses, c'est travailler vraiment sur le long terme. Oui. Mais merci pour ça. Take it. I think quand on parlait de la transformation avec l'art, je pense que ça peut être intéressant pour toi de prendre vraiment un moment seul et d'imaginer. Moi, j'ai fait un exercice, spécialement quand j'ai des dilemmas où je ne sais pas si je vais là ou là ou là. Et j'imagine un cadre. Et c'est comme, like Mary Poppins, okay, c'est en peinture. And you go inside. And vraiment, je le fais avec la musique ou dans la nature, ou quelque endroit calme. Et j'imagine que je rentre dans cette peinture. Et on voit des images. Peut-être c'est des choses qui vont arriver ou pas, mais on ne sait pas. Mais you go, you walk in the journey.
and you see what you feel, okay, and then you come out, and then you go into another one, you know, and you try to just feel, de sentir, qu'est-ce que ça se fait à moi physiquement, you know, where am I more open to come, you know, or what closes me, where it closes and I'm stressed, I don't want to go there, no, I want to be open, you know. Et aussi peut-être il y a un troisième ou quatrième, mais aussi c'est très possible de changer. Vous avez énormément du temps. If I want to say something, vous avez énormément du temps. Like, you know, you can change your direction so many times. Try. And you have to fail. Comment tu dis fail? Oui, il faut faire des échecs. Absolument. You know, you have to make them, and then you have to hold yourself, you know, and be like, it's okay. I tried, you know. But I think it's worth to imagine, d'imaginer qui, ok, je vais faire cette création par exemple, qui je veux être, comment je veux être différente à la fin, à l'intérieur de moi déjà, you know, I think, and what do I want to have different in my life, peut-être le travail avec les gens, le discours, de toucher quelque chose, et un teacher of mine, professeur de moi, il m'a dit, Yael, toute ta vie, tu es en train de créer le même spectacle. C'est aussi vrai. Et le romancier aussi, on dit qu'ils n'écrivent qu'un seul roman dans leur vie. On a encore de temps, on vous propose à nouveau de poser une question. J'aimerais juste rebondir un tout petit peu sur la question de tout à l'heure, sur le rapport aux politiques, pour insister peut-être aussi sur le domaine, en tout cas musical, que je connais un peu mieux. La difficulté qu'on est dans le cadre de la conflictualité armée, l'injonction qu'on place auprès des musiciens. Il y a un exemple quand même très très flagrant, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un chef d'orchestre russe qui s'appelle Sokiev, qui était à Toulouse, le directeur artistique de l'orchestre de Toulouse. Et comme le maire de Munich a dit à Gergiev, qui là est un soutien de Poutine flagrant, à quitter Munich, le maire de Toulouse a dit à Sokiev, vous êtes russe, vous quittez Toulouse. Sauf que Sokiev n'a absolument jamais pris de position en faveur de la guerre. Il était à la fois aussi directeur artistique du théâtre du Bolchoï. Et il a dit, OK, ça marche comme ça, alors je démissionne de Toulouse et du théâtre du Bolchoï, parce que je considère que je suis dans une troisième voie, ni d'un côté ni dans l'autre. Et donc de défendre une position en tant qu'artiste qui est de dire, je ne veux pas, c'est très difficile hein, d'être justement au-dessus de la mêlée. Je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Et donc si je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, eh bien je quitte les deux institutions. C'est un geste très très fort. L'orchestre de Toulouse, les musiciens l'ont regretté amèrement et ont écrit en disant, nous ne partageons pas le point de vue du maire de Toulouse, mais ça a été un moment aussi d'affirmation comme quoi je suis capable d'assumer le fait que je suis en dehors du politique, même si évidemment c'est une ligne de crête, comme tout le monde le sait. Question ou partage? Oui. Bonsoir, je m'appelle Vi, je suis en 2e année de licence musicologie. Et ce serait une question pour Yael, parce que vous avez dit que vous étiez chanteuse lyrique, et je m'identifie beaucoup à vous, parce que en parallèle de la fac, je suis aussi chanteuse lyrique en formation au conservatoire. Et je me demandais, vous êtes marionnettiste, vous êtes metteuse en scène, comédienne, chanteuse, comment vous arrivez pour coupler tous ces domaines-là qui sont tellement vastes? Moi aussi, j'ai fait mes études de musicologie. Ah non, et j'ai échappé. Moi, je n'aime pas quand les gens me mettent dans un cadre. Et même, je le fais aux autres aussi, tout le temps, you know. Oh, hello, where are you from? Déjà, cadre, you know, like all the time. Je fais ça tout le temps, moi aussi. C'est la deuxième chose que je demande à quelqu'un. Et comme moi, je ne veux pas... comme moi, ça question d'identité... you know, like, la plupart du temps, I want to say, like, stop seeing me as where I am from, my country. You know, I'm a human, I'm a woman, I'm an artist, I'm a this.
I think, et ça me dérangeait quand j'étais à ton âge, je pense, à peu près. I was like, qui je suis? Est-ce que je suis ça ou je suis ça? Mais les gens vont me demander qu'est-ce que je fais avec ma vie. C'est juste ça. C'était beaucoup de pression et d'énergie perdue aussi. Et après, il y a eu un moment où j'ai dit, bon, je vais dire des différentes réponses chaque jour. Aujourd'hui, j'ai dit, je suis une chanteuse. À lui. Et à elle, je vais dire, je suis une marionnettiste. Parce que les gens, il n'y a pas l'espace pour toutes les choses tout le temps. And I think that les choses précieuses pour moi, c'est vraiment où les choses connectent. Où la musique connecte avec la lumière, avec le mouvement, avec le texte, et que chaque chose peut être en inspiration. Je peux être inspirée par une pièce de musique, ou pour une histoire, ou par un objet. Et aussi, chaque spectacle que je fais, c'est comme un enfant, oui, c'est comme un enfant. Et chaque enfant a son caractère. Je ne peux pas élever cet enfant avec la même méthode. Et je ne peux pas... je me souviens... comme beaucoup des artistes, il y a eu un moment où j'ai fait un spectacle et il y a eu un énorme succès et ça continue encore de tourner 15 ans, ça tournait dans 30 pays. Mais c'est aussi, il y a le prix d'avoir un grand succès, ce qui est après. Et tu es déjà mis dans ce cadre et les gens te voient dans ça. And you know, it's a lot of c'est aussi beaucoup d'exercices to let go of the ego. You know, OK, j'ai pas besoin de définir moi-même. Je suis beaucoup de choses. Une autre question? Oui, justement. J'ai une question pour Joris Mathieu. C'est une vraie question, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu disais... Pardon, je te tutoie, on a un peu le même âge, on se connaît un petit peu. Tu disais que tu faisais une différence entre... le lien entre le politique, la pression qu'il met sur la culture, et cette chose où le politique renvoie dos à dos différentes cultures, en tout cas culture contre culture, ce qui se passe dans des spectacles qui sont annulés par des pressions des lobbies, etc. Tu faisais une différence entre ces deux choses-là, et je la comprends pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est un même tout. Et voilà, j'ai l'impression que ça vient d'un phénomène idéologique plus global et commun et inquiétant. Donc peut-être rassure-moi. Non, tu veux dire, ce que tu ne comprenais pas, c'était qu'est-ce que je voulais dire en disant que pour moi, on ne pouvait pas renvoyer dos à dos deux types d'actions qui utilisent les mêmes manières de procéder, mais qui ne viennent pas des mêmes, qui ne portent pas les mêmes idées, les mêmes idéologies. C'est ça ? Ce que je comprenais, c'est que tu avais l'air de dire que le pouvoir, l'État, les élus, en tout cas actuels, le gouvernement, instrumentalisaient des luttes, des combats, alors que j'ai l'impression que ces combats font partie à la fois du pouvoir et de l'opinion publique qui a déjà bien... Non, c'est effectivement pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire simplement, c'est que pour moi, il y a une certaine partie des élus et des partis politiques qui vont vouloir renvoyer dos à dos, pour être très précis. Deux exemples. Je redonne cet exemple, Civitas qui empêche la tenue d'un concert dans une église désacralisée. Et puis de l'autre côté, un mouvement associatif, par exemple féministe, qui manifeste pour empêcher la tenue d'un spectacle. Et tu as toute une partie des élus et du politique qui voudraient dire c'est exactement la même chose. Et ça, c'est ça que je dénonçais comme étant dangereux selon moi, parce que non, on est obligé quand même de resituer, même si moi, je peux regretter qu'on en arrive au même résultat de l'empêchement et de la censure. Mais je pense qu'on doit distinguer deux choses entre des mouvements qui se battent dans ce qui est pour moi un mouvement réactionnaire qui veut que le monde ne revienne dans sa définition morale de ce qu'il a pu être dans le passé, et certains qui luttent
depuis longtemps pour être mieux entendus et mieux reconnus dans une société et qui n'ont plus d'autre choix pour se faire entendre ou face à la lenteur de l'évolution que d'utiliser ce type de moyens. Voilà. Après, par contre, ce qui plus généralement, et là je dirais j'englobe le tout, me préoccupe, c'est de vivre dans une époque où j'ai la sensation que l'on ne fait plus assez confiance à notre capacité individuelle, à chacune et chacun d'entre nous, de pouvoir exercer avec intelligence son regard et son pouvoir critique. Et ça, c'est préoccupant. Mais mon constat, ma sensation, et là c'est très subjectif, c'est que dans l'histoire, parfois, on est obligé de passer par des périodes comme celle-ci, parce qu'il faut que les choses changent. Et c'est peut-être réducteur à certains égards, mais dans l'histoire, ça s'est toujours produit. Mais alors, du coup, j'ai une autre question. Est-ce que tu ne penses pas que... Bon, tu dis on est dans une époque un peu grave. Et Civitas, je connais aussi un peu le projet de Laurent Wauquiez, qui est quand même... lui aussi dans des souhaits de civilisation plutôt extrémistes catholiques. Je pense aussi, je le relie aussi au projet de Bolloré, qui fait avec tous ces médias, qui essaie d'amener une idéologie qui va dans le même sens. Je pense à la nouvelle ministre qui met ses enfants dans une école ultra-catholique. Tout ça, finalement, se généralise. Et j'ai l'impression que ces gens vont vraiment prendre plus le pouvoir dans les années qui vont venir. Donc ma question c'est quelle urgence nouvelle devons-nous avoir face à ça? Je pense que la question est posée, voilà. Mais j'ai bien mes propres éléments de réponse. Cela dit... je renvoie à la lecture. Je ne sais pas si le lien est dans le programme, mais cet été dernier, on est très nombreux à avoir signé une tribune qui interpellait déjà sur ces questions-là, sur cette notion de vivons-nous déjà dans un pays où l'extrême droite, et moi je dirais plutôt la droite extrême plus largement que l'extrême droite, a installé définitivement son influence. Je pense que c'est la bonne question à se poser aujourd'hui. Je ne sais, moi je suis pas en mesure de savoir si il est trop tard pour réagir, si on s'est endormi trop longtemps, mais en tout cas c'est un facteur ça doit être notre préoccupation première. Après, est-ce que la réponse elle est par l'art? Je ne sais pas. Par contre, elle est certainement dans la valeur et la fonction qu'occupent les lieux d'art et de théâtre dans la société. Pas forcément comme simplement sous l'angle du militantisme ou de l'expression, mais plutôt dans le travail de fond qui est le nôtre, parce que les espaces de théâtre sont des espaces de résistance normalement à des idéologies autoritaristes, à des idéologies rétrogrades, parce qu'on est des endroits de rencontre, on doit être des endroits de mixité. Mais on entend bien que c'est cette question qui est en train de se poser, réimposée à nouveau aujourd'hui dans le discours politique. Et que là aussi, ces élus que tu nommes n'ont pas toujours la même définition de ce que devrait être la mixité que nous. Ils l'élargissent pas toujours de la même manière que nous. Voilà. Donc ça pose des questions, évidemment. Mais bon, quel autre choix on a que de continuer à faire notre travail et essayer de le faire du mieux possible. Voilà. Après, c'est l'engagement personnel, individuel, politique. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a une ultime question? Oui, il y en a ici, sur ce côté. Alors, je ne sais pas si c'est une question. Donc, je m'appelle Gwendoline, je suis spectatrice de spectacle vivant. Et je voulais juste revenir sur ce que tu parlais par rapport au trigger warning que tu questionnais. Enfin, je sais que moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est comme un bon outil qui peut justement servir au lien entre le spectateur et la spectatrice et le créateur. Parce que pour moi, ça ne semble sur pas. Ça permet justement de dire, bon, dans ce spectacle, il y aura ça. Au moins, on le sait et on est prêt à y aller plutôt que de se le prendre dans la gueule. Parce que je vais prendre l'exemple plutôt des films
où, hélas, dans les personnages féminins, le ressort du viol est pratiquement tout le temps là comme plot twist, ce qui est relou. Et ça peut être dur de regarder un truc et se prendre dans la gueule. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt quelque chose de positif et que ça n'empêche pas d'aller voir. Ça prévient. Et juste sur la nudité, alors pareil, moi, c'est un truc qui me dérange pas dans le spectacle vivant, mais ce qui m'embête, c'est quand elle ne sert pas le spectacle, en fait. Quand c'est juste pour... je sais qu'il y a certains spectacles de fin d'année du CNAC qui souvent est géré par soit des réalisateurs, des gens de théâtre, différentes personnes. Des fois, j'ai l'impression que c'est juste gratuit. En mode, ils sont jeunes, ils sont beaux, on va les foutre à poil. Ça sert à rien dans le spectacle. Et alors, c'est peut-être juste mon impression, mais je trouve ça, du coup, chiant. Alors que quand vraiment ça porte le spectacle, là, il y a vraiment un intérêt. Et je sais qu'il y a pas mal de spectacles qui, heureusement, font encore ça, quoi. Je réagis juste à la remarque. Ce que je voulais dire sur le trigger warning, moi, je ne conteste pas forcément que ça soit un outil intéressant. Je pose la question de notre maturité par rapport à cet outil et de comment on le projette et jusqu'où on doit aller, nous, dans notre réflexion sur les avertissements et comment ça pourrait traduire... Alors, si tu exprimes le fait que ça n'empêche pas de venir... mais ce qui pouvait m'inquiéter plutôt, c'est l'expression de vouloir être averti et prévenu de tout, qui fait qu'à un moment donné, finalement, on veut se garantir de n'être touché par rien. Or, en fait, le trigger warning, là où il a ses limites, d'une certaine manière, c'est qu'évidemment, dans une audience très large et la diversité des personnes qui la composent, tu n'es jamais sûr à 100% que ce que tu vas produire ne va pas venir heurter une zone d'intimité d'une des personnes présentes sur quelque chose auquel tu n'as même pas pensé toi. C'est aussi la question de la représentation. La représentation, c'est quelque chose qui évoque beaucoup de choses et qui est interprétable. Et donc, on est très dépendant aussi de l'interprétation du spectateur sur ce qui est produit. Donc moi j'entends, mais je disais en tout cas, c'est des choses qui nous questionnent actuellement et qui peuvent aussi conduire certains et certaines artistes à se poser des questions tout le temps sur ce que je fais, jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je m'autorise. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne dis pas que ces questions ne sont pas saines. Je dis que c'est pas un mal de se poser certaines questions. Et sur la question de la nudité, j'avais un exemple très précis en tête qui en fait n'était pas de la nudité. Un spectacle jeune public qui se jouait dans un castelet dont on ne voit l'acteur que par une toute petite fenêtre. Donc c'est un castelet, les spectateurs sont réunis autour. La première image du spectacle, c'est le réveil de ce personnage dont on ne voit que les mollets. Le phénomène interprétatif dans une représentation scolaire, ça a été de dire on nous a montré un acteur nu. C'est retourné dans l'établissement, en présence de la prof, bien sûr. C'était une enseignante, c'était en primaire. La prof n'a pas su gérer cette situation, qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout l'établissement scolaire, où finalement des classes ne voulaient plus venir parce que les parents faisaient pression pour qu'ils ne sortent pas, parce qu'ils allaient voir des corps nus. Notre exemple, un magicien qui fait du close-up, qui, dans un de ses spectacles, avait décidé de faire le final nu pour montrer qu'il ne pouvait cacher rien nulle part. On ne voyait pas son sexe. Il raconte s'être heurté à la complexité qu'un grand nombre de directeurs de lieux lui demandait ou hésitait à le programmer pour cette raison-là, en lui demandant au minimum de mettre un slip. Mais c'est plus la même chose. Donc voilà, bon, c'était pour rentrer plus dans le détail, mais merci pour cette remarque. Bien, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. J'aimerais que vous m'accompagniez pour remercier très chaleureusement Yael et Joris. Un très grand merci à vous deux. Et on vous souhaite d'aller au théâtre et de faire de l'art. Et on espère vous avoir donné aussi envie de continuer à créer. Merci à vous toutes et à tous. Merci infiniment.